France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum qui vous emmènera tranquillement jusqu'à 19h comme chaque vendredi avec à la une aujourd'hui le nombre de femmes tuées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Pas des records en cette année 2019. Et atteint déjà les 71 victimes. La France doit-elle adopter des mesures supplémentaires pour lutter contre ce fléau? On en parle dans un instant avec nos chroniqueurs Karima Perroni, Hicham Terak et Gamal Abina. Et vous au 01 40 33 9000. Témoignages, bien entendu, vous qui avez peut-être, mesdames, mesdemoiselles, mais aussi messieurs, connu la violence auparavant. Vous pourrez là aussi témoigner. Que doit faire la France? Eh bien, en tout cas, prendre ce sujet avec une certaine gravité. Algérie, le vendredi de tous les dangers. En ce jour d'anniversaire de l'indépendance, certains en appellent à des affrontements avec l'armée. Le point tout à l'heure complet de cet après-midi de manifestation, 20e journée de manifestation avec Amina Lakri, notre correspondante depuis Alger. Le supplément du vendredi, vous le savez, c'est le grand forum du sport. On fera le tour de l'actualité sportive avec un gros focus sur la CAN, bien sûr, et le tableau des demi-finales que nous connaissons et qui se joueront dès ce soir. On en parlera tout à l'heure avec Hicham Terak et Razik Métiche, sans oublier les infos zappées, le zapping et le traditionnel quiz de fin d'émission un peu avant 18h. Le grand forum, le coup de cœur. Sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Le grand forum, comme chaque vendredi, vous le savez, jusque 19h avec tout à l'heure entre 18h et 19h. On parlera sport avec Hicham Terak et Razik Métiche et principalement de la Coupe d'Afrique des Nations avec ce premier match d'ailleurs à 18h entre le Maroc et le Bénin. C'est à 18h, mesdames, messieurs, que ça se passe. Rendez-vous tout à l'heure donc pour bien suivre en direct, bien entendu, avec Razik Métiche et Hicham Terak ce match Maroc-Bénin. Mais auparavant, beaucoup de choses à évoquer dans cette émission. Aujourd'hui jusque 18h. Nous serons d'ailleurs tout à l'heure en direct d'Alger parce que c'est peut-être l'un des vendredis de tous les dangers parce que il y a évidemment cet anniversaire de l'indépendance et il y a aussi ce 20e vendredi de contestation, de manifestation et certains groupes en appellent à un affrontement contre l'armée. On verra un petit peu quelle est l'ambiance et quelles sont les festivités prévues du côté d'Alger avec Amina Lakri, notre correspondante tout à l'heure depuis Alger. Nous partirons et nous ferons un petit tour aussi du côté de Bondy parce qu'il y a quelque chose qui va se passer du côté de Bondy dimanche d'assez extraordinaire à ne pas louper. On en reparlera avec l'adjointe au maire qui sera notre invité tout à l'heure. Mais pour m'accompagner, évidemment, ils sont deux, ils devaient être trois, ils sont deux finalement. Gamal Abina, comment ça va Gamal? Ça va très bien et toi? Accompagné de Madame Karima Perroni qui arrive à l'instant T dans les studios. Bonjour Karima. Bonjour à tous. Comment ça va Karima? Ça va super, chaudement mais ça va. Chaudement mais ça va. Alors un sujet très lourd pour aujourd'hui avec cette question que l'on vous pose. Donc trop de femmes tuées par leurs conjoints et leurs ex-conjoints. En tout cas ce chiffre qui bat des records en cette année 2019 puisqu'on en est visiblement 71 victimes. La France doit-elle adopter des mesures supplémentaires pour lutter contre ce fléau? Quand on voit toutes les polémiques inutiles sur le burkini, Gamal, ça fait réfléchir quand même. Bah oui, parce qu'on parle beaucoup de machisme de quartier ou de machisme maghrébin ou africain, surtout maghrébin d'ailleurs. Et on oublie quand même que le machisme est d'une des choses les mieux répandues dans le monde, malheureusement. Les femmes sont toujours victimes, sont fragiles de fait. Et les mécanismes de défense des femmes sont très faibles au regard du nombre de morts, parce que maintenant on a dépassé les 71, on est à 73 morts aujourd'hui. Donc c'est un chiffre qui est quand même assez inquiétant. Et je pense qu'effectivement, il va falloir renforcer les lois au moins répressives, mais sinon de prévention, quoi. Karima? Alors moi j'aimerais rappeler des chiffres déjà, des chiffres qui font froid dans le dos. Donc vous avez évoqué le chiffre de 73 décès, mais en France, selon le gouvernement, donc c'est 219 000 femmes qui sont victimes de violences au quotidien. Oui. Seulement 19% portent plainte. Donc c'est 3 femmes victimes sur 4 qui déclarent avoir subi des faits répétés. Enfin, les chiffres sont alarmants et cela se passe en France. Donc effectivement, alors en 2017, on était malheureusement à 130 femmes qui ont été tuées et aujourd'hui, comme tu l'as rappelé Yaman, on est à 73 femmes. Alors, dont la dernière Laïla, 20 ans, enceinte de 3 mois. Qui avait signalé en plus le comportement de son compagnon la veille au commissariat.
Il y a un vrai problème effectivement, c'est-à-dire que le problème c'est au niveau de l'encadrement de ces couples et de ces hommes qui sont déjà sujets à des plaintes, et aujourd'hui il y a des collectifs qui se réunissent et qui demandent absolument le port du bracelet électronique pour les hommes récidivistes, et puis bien sûr cette injonction une injonction de mise à distance qui est légale en France, mais qui est encore une procédure trop peu utilisée et qui est tout à fait efficace et préventive en Espagne notamment et dans les pays anglo-saxons. Alors, si vous permettez, nous allons avoir 2 témoignages de femmes évidemment qui ont connu la violence. Elles ont, et c'est normal à leur demande en tout cas, fait le choix de rester anonymes. Donc on va accueillir notre première intervenante. Bonjour madame. Oui, allô, bonjour. Bonjour et bienvenue sur France Maghreb 2, et merci d'abord parce que je sais que c'est vraiment pas facile d'exprimer un petit peu ce que vous avez vécu. Alors racontez-nous un petit peu, présentez-vous et racontez-nous un petit peu ce que vous avez vécu, madame. Oui, vous m'entendez bien? On vous entend, allez-y. D'accord. Moi en fait je me suis mariée religieusement, j'avais 21 ans. Aujourd'hui j'ai 23 ans, je suis étudiante. Et du coup, en fait, il s'avérait que cet homme, il avait des gros problèmes de colère et de jalousie jusqu'à en venir aux mains. C'était des violences assez graves. Alors comment ça a commencé, si vous permettez, parce qu'on parle souvent de la première fois. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette première fois justement où il a posé la main sur vous? C'est-à-dire? Les premières violences, quand elles ont intervenu. Pas forcément les raisons, mais comment ça s'est passé, oui. Qu'est-ce qui a provoqué cette première colère? C'est en général quand on va pas dans son sens. Ouais. Enfin, voilà. Et vous avez pas détecté justement cette violence qu'il avait en lui avant de vous marier avec lui? Non, quand il a commencé à lever la main sur moi, ça m'a étonnée, et puis il a tout de suite joué en fait sur de la manipulation et m'a fait croire qu'en fait c'est moi le problème, c'est de ma faute, c'est pas le fait que lui il me frappe, quoi. Mais alors, juste qu'on voudrait comprendre, si vous permettez. C'est moi qui le rendais comme ça, quoi. Oui. Quelle a été votre réaction la première fois qu'il a posé la main sur vous? C'était un choc. Enfin, je ne m'attendais pas. Oui, Karima. Alors oui, c'est un processus complètement. Ce que vous racontez, vous êtes nombreuses à le dire. Donc c'est d'abord l'ahurissement. On est tout à fait abasourdi quand la première fois que ça arrive, et puis ensuite il y a cette spirale de la culpabilité. Et ça, c'est très symptomatique des violences que l'on dans les foyers conjugaux. Alors Christophe, tu lui demandais à cette jeune femme, rappelez-moi votre prénom. Ah non, c'est vrai que c'est oui, pardon. D'accord. Donc, Christophe, tu lui demandais en fait la première fois qu'il a levé la main. Très souvent, en fait, avant qu'il y ait cette première fois physique, il y a déjà une spirale de violence psychologique. Et déjà, la violence psychologique, c'est une violence en tant que telle, et ça aussi, il faut le rappeler. Et pénalement, elle est réprimandée par la loi. Donc, on parle souvent aujourd'hui. Il y a ce mot clé qui est pervers narcissique. Donc, c'est vrai que ce sont des hommes qui ont une emprise sur la femme, qui eux-mêmes ont été victimes aussi de violences ou qui ont eu des enfances difficiles et qui n'ont pas réglé cette histoire de violence qu'ils ont en eux. Et donc, il y a déjà cette spirale de la violence psychologique. Donc avant d'arriver aux mains, il y a déjà tout un cocon, toute une préparation qui fait que la femme va se sentir vulnérable et du coup elle se sent comme emprise. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que ce que je suis en train de décrire correspond en fait à ce que vous avez vécu? Oui. Ah, oui. Vous avez des enfants? Non, pas d'enfant. Elle est jeune, elle a 23 ans. Et comment est venu justement l'élément déclencheur? Vous avez dit maintenant stop, ça suffit. Comment ça s'est passé? Alors ça a duré 1 an. Ouais. Oui, après une année. Et c'était en fait la fois où il m'a en fait mis le coup le plus fort, en fait, le plus violent. Et là je me suis dit non, c'est plus possible. Parce que c'est une question de dignité humaine, en fait. C'est-à-dire qu'il aurait pu
je sais pas, à cause de lui, j'aurais pu perdre l'usage d'un de mes membres, j'aurais pu... Est-ce que vous pensez qu'il aurait pu vous tuer ? Oui. Parce que oui. Alors, ce qui est aussi difficile, c'est que là, on est en train d'essayer de relater quelque chose qu'on n'imagine même pas. Et désolé de vous faire revivre ces moments qui sont difficiles. Oui, on sent que c'est difficile. Pour autant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans ces couples-là, l'homme, en dehors de ces crises qui sont très violentes, ce sont des fois des pères exemplaires, des maris aussi très généreux, très à l'écoute, qui vont être ultra protecteurs, voire jaloux et possessifs, mais du coup la femme peut imaginer que ce sont des signes d'amour. Tout à fait. Voilà, et donc du coup le problème, c'est que en dehors de ces crises, ce sont souvent des maris exemplaires et surtout exemplaires face aux autres. Donc généralement la famille l'ignore totalement, l'entourage proche ignore totalement qu'il y a des crises qui peuvent aller jusqu'à des violences, des étranglements, voire effectivement des questions de vie ou de mort, comme vous l'avez très justement Alors, quand vous avez décidé de stopper cette violence, d'abord, est-ce que cette violence était de quelle manière elle s'exprimait? J'ai bien dit que c'était des coups violents, mais est-ce que c'était régulier? Est-ce que c'était souvent? Est-ce que c'était souvent? Oui. Est-ce qu'il vous battait souvent? Qu'est-ce que vous appelez souvent? Une fois, c'est déjà souvent. Non, mais une fois, c'est déjà souvent, bien sûr. Mais quand je veux dire, est-ce qu'après, c'est devenu une habitude? C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous le contrariez, voilà, c'était... De plus en plus, les coups étaient de plus en plus marquants, de plus en plus de bleu, de plus en plus... C'est comme ça que ça s'est passé. On est en train d'un petit peu de vous perdre en tout cas. Et juste dernière question, parce que je sais que c'est évidemment pas facile de s'exprimer. Vous m'entendez? Oui, pas assez mal, mais dernière question, comment vous en êtes sorti après, une fois que vous avez dit stop? Vous avez été à la police, comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. J'ai été déposer une plainte. Ouais. Commissariat, et puis ce qui s'est passé, c'est qu'il a été placé. On vous entend très mal là. A priori vous êtes dans un endroit où ça capte pas très bien. Et là non plus. Attendez, je vais essayer de changer de pied. Voilà, là c'est mieux, bougez plus. Alors, juste vous êtes allé à la police. Est-ce que d'abord, première question, parce qu'on dit souvent que les forces de police sont pas franchement formées pour pouvoir accueillir des tels drames, je veux dire des femmes qui viennent, c'est vraiment pas évident et pas facile. D'ailleurs, c'est pas pour dire, d'ailleurs, Karima le rappelait tout à l'heure, il y en a très peu de femmes qui font ce pas, quelque peu difficile. Est-ce que vous avez trouvé des policiers à l'écoute? Oui. Enfin, pour ma part, j'ai été reçue par une femme, donc... Ouais, c'est plus simple. C'est plus... Oui, je pense. Et vous en êtes où aujourd'hui dans votre reconstruction? Du coup, mon ex-mari a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. 6 mois de prison avec sursis, oui. Oui. Et condamné aussi à me faire des dommages intérêts. Donc, judiciairement parlant, ça a été classé. Et ensuite, moi, je suis en suivi thérapeutique avec une psychologue. Et puis voilà. Est-ce que vous avez encore peur de le recroiser? Est-ce que vous avez du coup changé de vie, déménagé ou changé de cercle amical? Oui, j'ai coupé contact. Coupé contact avec eux. Ouais. Alors la liaison malheureusement est pas terrible. En tout cas, merci de nous d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir expliqué, parce que c'est important aussi. Vous avez aussi au travers de ce que vous avez vécu, c'est-à-dire l'horreur, même si ça a duré 1 an, c'est déjà 1 an de trop, des coups de trop, évidemment. Et merci pour votre témoignage. Merci beaucoup et bon courage pour votre suite. Et on vous souhaite tout le bonheur du monde, si je puis dire, avec quelqu'un que vous allez rencontrer plus tard. Ils ne sont pas tous comme ça. Évidemment. C'est très gentil. Regardez, on est là avec Gamal. Et nous, on est doux comme des agneaux. Merci beaucoup. À bientôt. Maître Maghrebi nous a rejoint. Maître, bonsoir. Bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs. Le thème est très difficile aujourd'hui et très douloureux, donc je te remercie de me laisser intervenir. Parce que c'est vrai que c'est un thème qui me touche tout particulièrement, parce que je pratique beaucoup on va dire le pénal dans cette matière. Ouais. Et pour répondre un petit peu à la question du jour, si je me trompe pas, tu posais la question de savoir s'il fallait modifier le dispositif juridique ou faire en sorte de l'améliorer. Moi, à mon sens, le dispositif juridique qu'on a aujourd'hui, il est, j'ai envie de dire, parfait. Le problème, c'est pas le dispositif juridique, mais les personnes qui sont là pour l'appliquer. Parce que, comme il a été rappelé tout à l'heure, lorsqu'une personne se rend en commissariat pour déposer plainte, et très souvent, tu te retrouves face à des policiers qui n'y comprennent absolument rien.
qui ne sont absolument pas formés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une personne puisse être bien prise en charge lorsqu'elle a le courage d'aller déposer plainte au commissariat, il faut qu'elle tombe sur une personne qui a les compétences pour pouvoir la comprendre. Ouais. Et trop souvent, on n'a pas dans les commissariats ce qu'on appelle la cellule familiale. Il faut que y a des structures en fait au niveau de chaque commissariat qui vont être spécialisées. On va avoir 3-4 personnes qui sont là par exemple pour gérer justement ce genre de problème. C'est-à-dire que les policiers qui sont formés à ça, lorsqu'une personne va venir et déposer une main courante ou déposer plainte, elle va la comprendre, elle va essayer de la rassurer, elle va l'entendre, elle va prendre sa main courante, elle va prendre sa plainte, elle va la transmettre directement au procureur, elle va peut-être ouvrir une enquête. Alors que lorsqu'elle va dans un commissariat où on n'a pas de cellule spécialisée, eh bien, très souvent, ça va être banalisé. Ils vont presque de force, et j'insiste, de force, accepter de prendre la main courante parce que la personne elle est là, mais bon, ça leur prend un petit peu la tête. Et puis ils prennent la main courante et puis ils la laissent un petit peu sur le tas de papier qu'il y a sur le bureau. Et puis ils vont aller gérer du trafic de stupes ou du cambriolage ou autre, qui est selon eux beaucoup plus intéressant. Tu peux poser une question ? Oui, Gamal, vas-y, ta question. Oui, c'est pour faire la distinction. C'est quoi la différence entre une main courante et une plainte, concrètement, pour les Alors, politiques ? la main courante, c'est le fait d'aller dénoncer. On dit, on va avertir, on va alerter, on va dire voilà ce qui se passe. Mais ça n'a pas pour but de conduire à des poursuites judiciaires. C'est-à-dire qu'on ne souhaite pas que la personne soit poursuivie. C'est un signalement. Donc, voilà, c'est comme un signalement. Mais généralement, elle est plus utilisée, la main courante, dans les cas de violence conjugale avérée. Ah si, dans les commissariats, si, encore. Et il y a encore trop souvent, et ça je l'ai vu rien que la semaine dernière quand je me suis rendue au commissariat pour essayer d'accompagner une personne qui voulait justement dénoncer des violences conjugales. Le policier a quand même eu l'audace de la regarder dans les yeux et de lui dire mais madame, pourquoi vous partez pas ? C'est facile, pourquoi vous restez, pourquoi vous partez pas ? Moi j'ai plein de choses à faire là. Et est-ce qu'il demande des preuves en fait ? Parce que ça aussi, ce qui est difficile, Et là j'y viens. Et lorsque la personne a enfin le courage de déposer sa plainte, et que le policier accepte de prendre sa plainte, même s'il n'est pas spécialisé, eh bien on a le problème des plaintes. On a le problème des preuves, pardon. Et là, c'est tout le problème. C'est-à-dire que il faut qu'elle ait un certificat médical qui atteste des violences. Sauf que comment prouver des violences morales ? Comment prouver les violences économiques ? Comment prouver que la personne, elle est dans une emprise totale qui fait qu'elle est en train de perdre la vie ? C'est très compliqué de réussir à apporter ces preuves-là. Donc souvent, ça va être les témoignages, ça va être des enquêtes qui vont être menées autour des voisins, autour de l'entourage. Mais le problème, c'est que c'est pas fait. Ça prend du temps en plus. Durant ce processus, la femme, elle n'est pas en sécurité. Oui, ça prend beaucoup de temps. La femme n'est pas en sécurité. Les coups peuvent comme ce qui s'est passé hier à Saint-Denis. C'est le coup de trop, quoi, le coup fatal. C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'en réalité, le dispositif juridique tel qu'il existe, il est bien parce qu'on a des mesures qui existent pour pouvoir avoir des décisions en urgence, comme les ordonnances de protection, comme le fait de le placer sous contrôle judiciaire. Il y a des mesures qui existent. Mais le problème, c'est que la personne en face, elle doit vous croire. Si elle ne vous croit pas, elle ne mettra pas en œuvre tout ce qui existe. C'est un problème de formation en fait, un problème de formation à la base. Il n'y a pas de policiers formés pour ce genre de problématique. Et ça serait bien. Par contre, c'est vraiment un gros coup de gueule qu'on lance là vis-à-vis du gouvernement en place, plutôt que d'entendre, et de la presse d'ailleurs en général, plutôt que de nous balancer des polémiques à 2 balles stériles sur le burkini et on s'en tape de savoir si elles le portent pas et à la limite elles font ce qu'elles veulent. Il est quand même urgent de s'intéresser à ce problème. Il est absolument pas normal, il est absolument scandaleux de voir que dans ce pays, en France, en 2019, il y a 73 femmes qui sont mortes sous les coups de leur compagnon, de leur ex-compagnon depuis le début de l'année. Moi, c'est un chiffre qui me fait froid dans le dos, ça me fait des frissons. Ah non, mais et il est scandaleux qu'on n'ait pas dans chaque commissariat de France au moins ne serait-ce qu'une personne spécialisée dans les violences conjugales. C'est ça, oui. C'est inadmissible. C'est surtout, moi, ça me choque encore plus parce que si on avait eu ne serait-ce qu'une personne spécialisée dans chaque commissariat de France, eh bien, crois-moi, quand la personne s'est déplacée pour aller déposer sa main courante, elle ne serait pas rentrée chez elle, elle aurait été placée dans un foyer, parce qu'on a des foyers pour ça. Ils auraient tout mis en œuvre, où ils l'auraient convoqué, ils l'auraient placé en garde à vue, et il n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait le lendemain. Juste une petite question à toi, Besma et Karima. Vous êtes 2 femmes, évidemment. Il y a certainement, j'espère en tout cas pas beaucoup, mais certainement des femmes qui sont victimes de violences psychologiques ou violences physiques de la part de leur mari ou de leur compagnon. Qu'est-ce que vous avez à leur dire aujourd'hui pour qu'elles puissent
faire l'effort, parce qu'on le sait généralement, en plus ce sont des pervers parce qu'ils ont tendance en plus à isoler la femme, c'est-à-dire que elle n'a pas de travail, elle est à la maison, elle dépend évidemment financièrement du mari, donc il a contrôle total sur elle, et c'est ce qui permet justement que cette femme se dit mais comment je vais faire si je le quitte, j'ai plus rien. Moi j'ai plus rien, j'ai mes enfants, donc il le tient avec ça. Enfin, on le voit, c'est fréquent cette histoire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire, Karima ? Alors, la violence, elle s'installe. Et donc moi, je recueille effectivement beaucoup de témoignages, et puis dans mon entourage aussi, des amis qui se confient à moi. Et déjà, il faut être en alerte. Avant que l'homme porte la main sur la femme, il y a déjà des signes. Et tu disais tout à l'heure, effectivement, le fait d'être complètement dépendante de son mari ou d'être coupée. Des fois, très souvent, en fait, les hommes coupent la femme de leur cercle amical, leur empêchent des fois aussi d'avoir. Moi, je connais quelqu'un qui m'a expliqué comme de façon complètement. Enfin, elle pensait pas pouvoir le faire, mais elle a donné sa carte bleue à son mari parce qu'il lui avait demandé, parce qu'il lui demandait des compte surtout. Donc déjà cette violence qui s'initie tout doucement, déjà c'est des premiers signaux d'alarme. Et j'attends pas en fait qu'une personne vienne me voir pour me dire aujourd'hui je me suis fait battre. C'est plutôt tous ces signes qui mis bout à bout sont déjà très alarmants, et déjà on doit déjà se poser des questions et être en alerte. Ensuite, vous disiez tout à l'heure que le processus judiciaire est quasi parfait aujourd'hui en France. Pour autant, D'accord. Alors il y a 150 sénateurs qui ont signé hier une tribune pour alerter justement le gouvernement sur le fait que effectivement le président Macron ne se prononce absolument pas sur cette cause qu'il avait pourtant nommée de grande cause de son quinquennat lors de son élection. Et donc face à ce mutisme total de la part de notre président, il y a, et donc j'espère qu'on sera nombreuses demain, il y a un collectif qui appelle un rassemblement demain, place de la République à 17h, pour rendre hommage à ces femmes qui sont mortes depuis le début de l'année. Très bien. Et surtout pour se rassembler un maximum, pour se faire entendre et aller encore plus loin dans la prise en charge, parce qu'effectivement il y a des lois, leur application comme vous disiez justement, elles sont assez aléatoires finalement d'un commissariat à un autre. Il n'y a pas de cellule spécialisée, mais surtout même le suivi pour les mamans. Enfin, je dis maman parce que très souvent justement les femmes, elles ont du mal à partir quand il y a des enfants. À cause des enfants, oui. Très souvent en fait les structures sont en manque d'effectifs, il y a un manque de place aussi dans les structures d'accompagnement après une fois que le dispositif judiciaire est enclenché, et ça c'est aussi un gros souci et qui est complètement imparfait aujourd'hui en France. Dernier petit mot, Maître Maghrebi. Moi j'ai envie de leur dire soyez fortes, ayez confiance en vous, ayez confiance en la justice, parce que ça dépend vraiment que de vous de faire la démarche. Et j'ai surtout, moi, plus que ces personnes-là qui sont victimes de violences, j'ai envie de parler à l'entourage, j'ai envie de parler aux voisins. Si vous êtes témoin de personnes qui sont sous le coup de violence, vraiment ne vous dites pas ça ne me regarde pas, ça vous regarde, ça vous concerne. Vous devez le dénoncer, vous devez aller au commissariat le dire. Vous devez envoyer un courrier au procureur, vous devez parler parce que vous êtes responsable. La femme est sous l'emprise, elle n'aura pas le courage de se déplacer, elle n'aura pas le courage de parler, mais vous, si vous êtes témoin de ça, vous devez le dire et vous devez parler, parce que demain, s'il lui arrive quelque chose, et si demain elle meurt, vous aussi vous êtes responsable, et la non-assistance à personne en danger, vous pouvez être condamné à ça. Donc moi j'ai envie de leur dire, ne vous dites pas ça ne me regarde pas, si ça vous regarde, si vous entendez quoi que ce soit, vous appelez la police. Vaut mieux les appeler trop que pas assez. Si vous avez des doutes, vous prévenez le procureur de la République en envoyant un recommandé, parce que vaut mieux trop que pas assez. Moi, je voulais dire une dernière chose. Très vite, parce qu'on est en retard, oui. Très, très rapidement. Donc, la violence faite aux femmes, c'est pas une question sociale, puisque beaucoup de bourgeois massacrent leurs femmes. Bien sûr. C'est pas une question raciale, évidemment. Mais par contre, ce qui m'interroge dans ces histoires-là, c'est que j'ai 2 articles qui tombent, et comme par hasard, les femmes qui meurent, c'est une Leïla, donc on imagine maghrébine ou musulmane. Quelques jours avant, à Vaux-en-Velin, c'est une femme d'origine albanaise. Donc, bizarrement, on attire l'attention aux violences faites aux femmes quand elles sont étrangères. On ne fait jamais attention à Martine ou Marguerite, qui se fait pourtant elles sont victimes aussi. Et qui sont aussi victimes. Donc, faut pas perdre de vue qu'il y a quand même une attention derrière. Ça touche toutes les cultures et toutes les strates sociales. Merci Maître Maghrebi en tout cas pour votre participation dans cette émission. À très vite dans l'émission en réel.
À très vite, avec plaisir. Merci beaucoup. Dans un instant, autre témoignage. Et là, contrairement à notre interlocutrice tout à l'heure, c'est une femme qui a des enfants. Et les violences ont été terribles jusqu'à... nous le dira dans un instant. Autre témoignage à suivre sur France Maghreb 2 dans cette émission spéciale. Je vous invite vraiment à aller voter sur Facebook. Vous êtes 94% à dire que oui, il faut que la France quand même s'interroge sur ce sujet et que le gouvernement Macron mette en place un dispositif digne de ce nom. À tout de suite. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Je rappelle que, évidemment, dans cette émission, jusque 18h, on va parler de beaucoup d'autres sujets, bien entendu, dans cette émission, mais c'est un sujet très dur, très difficile que nous abordons aujourd'hui avec cette question que nous vous posons, avec ces chiffres alarmants, 73 femmes tuées depuis le début de cette année. Et donc 73, c'est évidemment un chiffre absolument record, on peut le dire. Est-ce que la France doit-elle adopter maintenant des mesures supplémentaires pour lutter contre ce fléau? Alors Maître Maghrebi nous disait que au niveau de la justice, le dispositif existait, était complet, mais c'est un problème d'application finalement, si j'ai bien compris, en tout cas Karima. Oui, c'est un problème d'application, un problème d'effectif, encore une fois, un problème de moyens mis en place par le gouvernement, un problème de mobilisation. Et comme tu le disais très justement, la mobilisation, elle doit se faire au niveau aussi des médias. Et ce ne sont pas que des médias féminins qui doivent relayer ces informations. Ce ne sont pas juste des médias de faits divers qui doivent relayer l'information. On a besoin vraiment de débats publics, de débats télévisés, de débats en radio. Il faut que ce sujet ne nous lâche jamais, qu'on pense à ces femmes, qu'on les nomme aussi. Moi, j'ai retrouvé une liste du nom de ces femmes, donc je vais en citer une dizaine parce que c'est important aussi de les nommer. C'est pas juste un groupe de femmes, c'est pas juste 73 femmes. Donc elles s'appellent Séverine, Nadia, Jessica, Sylvie, Candice, Catherine, Nathalie, Virginie, Estelle, Nelly, Nabila, Aline, Christiane, Vivienne, Céline, Isabelle, Maria, Roxane, Lucie, Réjeanne, Cathy, Sonia, etc. Ces femmes font partie de ces 73 femmes tuées par leurs conjoints depuis le début de l'année. Oui, alors on va accueillir un autre témoignage si vous permettez maintenant. C'est une dame aussi qui souhaite rester anonyme et on peut le comprendre bien entendu. Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour et merci d'accepter de témoigner sur ce sujet compliqué et difficile. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Eh bien, écoutez, mon parcours, je suis une maman de plusieurs enfants. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je me suis mariée avec mon conjoint. Et tout doucement, j'ai commencé à être isolée, dans le sens où on a commencé par l'indifférence, on a poussé un petit peu plus les injures, les gifles, et puis on en est arrivé un jour, malheureusement, à... il est parti avec une autre personne qu'il a voulu m'imposer. Et donc j'ai refusé, et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est qu'il a porté sur ma personne 3 coups de couteau. Voilà. J'ai vraiment vu la mort défiler à un moment donné, et moi, mon témoignage aujourd'hui, je le porte pour dire à toutes les personnes qui sont victimes de violences conjugales de pas s'arrêter là. Je sais que c'est très très difficile parce qu'on est dans un cercle vicieux, on est quelque part en prise de ces personnes-là qui sont souvent des... Après, je peux pas dire souvent, mais pour ma part, j'ai été en prise d'un pervers narcissique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment ouvrir les yeux, essayer de se renseigner un maximum sur cette pathologie et se dire qu'on n'est pas seul et qu'à un moment donné, d'injures, on peut en arriver à en mourir. Et c'est très, très grave. Ça a duré combien de temps, ce calvaire ? Moi, en fait, je me suis mariée... il y a eu une relation de 8 ans. Une relation de 8 ans avec cette personne, sachant que ça n'a pas commencé... Au début, c'est tout beau tout rose. Hein. C'est ce qu'on vous annonce. Ouais. Et au fur et à mesure du temps, malheureusement, les choses se dégradent. Ça a été vraiment sur 3-4 ans d'injures très très graves. Et on en est arrivé à sortir un couteau. Une première menace au couteau. Et puis après, on est arrivé au fait et planter la personne. Donc c'est grave. Devant vos enfants ? Devant tous mes enfants, tout à fait. Oh, le choc. Je remercie d'ailleurs mes enfants parce que c'est mon aîné qui m'a en partie sauvée justement. J'ai crié à l'aide au moment des faits et c'est ma fille qui s'est interposée. Très jeune ma fille. Donc du coup, vous imaginez qu'à l'heure actuelle, on est tous suivis chez le psychiatre et que mes enfants sont très traumatisés par ce qui s'est passé. Donc c'est très très compliqué. Alors, moi j'aimerais juste, pardon de vous poser la question, mais juste comprendre ce premier coup. Quand il a porté sur vous le premier coup,
Qu'est-ce qui a été, enfin, je veux dire, c'est une colère inhabituelle. Comment ça s'est passé la première fois où il vous a tapé? La première fois où il m'a tapé, en fait, c'était pas inhabituel. C'est que c'est quelqu'un qui était impulsif de nature, mais qui savait garder son impulsivité. Et je vous dis, il a commencé par les indifférences et à un moment donné, ça a basculé parce que tout ce que je pouvais faire, c'était pas suffisant à ses yeux, en fait. Donc à un moment donné, quoi qu'on fasse, on est fautif. Fasse, tout va de travers. Et quoi qu'on fasse, forcément, ça lui va pas, ça lui convient pas, et on en arrive aux mains, aux gifles, aux insultes, et voilà, c'est dégradant. Et au fur et à mesure du temps, voilà comment ça s'est dégradé. La relation s'est dégradée. Est-ce qu'il y a eu un moment, et ça c'est apparemment classique dans ce genre de cas, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes senti coupable de recevoir ces coups? Vous vous dites c'est de ma faute s'il me tape? Dès le début, j'ai commencé à me sentir coupable. Dès le début, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et que c'était pas normal ce qui m'arrivait. Mais au fur et à mesure du temps, je vous dis, quand on est face à cette pathologie et ces personnes-là, on se rend compte que on rentre en fait dans ce cercle vicieux, comme je vous ai dit. Et ce qui se passe, c'est que tout de suite, on se sent coupable. On se dit qu'on n'est pas à la hauteur, effectivement, puisqu'il nous le rabâche sans cesse. On n'est pas à la hauteur. Que je ne suis pas une femme bien, que je ne suis pas une femme suffisamment élégante, que je ne suis pas une femme bien pour lui, c'est du rabaissement quotidien. Et bien évidemment qu'à un moment donné, on se sent coupable. Bien évidemment que ces mots, à un moment donné, ils pèsent sur notre cerveau et on y croit. On y croit. Vous deviez aussi vous sentir coupable aussi de ne pas avoir la force de partir. Ça, c'est aussi très récurrent, cette culpabilité en se disant mais un jour il va toucher mes enfants, un jour ça va être encore plus dramatique, et d'ailleurs ça l'a été pour vous, et en même temps on peut pas en parler autour de soi, parce qu'on se dit que si on donne l'alerte, tout le monde va se retourner contre son mari qu'on aime malgré tout. Il y a quand même une once d'amour avant de désaimer une personne. C'est quand même le process est très très long, et donc cette culpabilité aussi d'être tiraillé entre rester et ne pas avoir la force de partir. Et ça aussi, c'est extrêmement symptomatique. Et sauf en parler, avoir des personnes qui soient à l'écoute et qui vous conseillent, qui trouvent les bons mots. Des fois, c'est peut-être un film, une lecture ou une personne attentive qui vous donnera le déclic. Sauf avoir le déclic, il n'y a aucune autre solution, en fait. Tout à fait. Alors, juste pour comprendre, il n'a jamais touché vos enfants? Il n'a pratiquement jamais touché mes enfants, mais ça a toujours été... les enfants étaient au cœur du conflit. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, mon aîné, quand par exemple on pouvait se disputer, comme tout couple peut se disputer, c'était toujours dis à ta mère qu'elle fasse ci, dis à ta mère qu'elle fasse ça, demande-lui qu'elle m'apporte ci, ou demande-lui qu'elle fasse telle tâche. Donc du coup, forcément, les enfants ils sont au milieu de ce conflit. Ils savent qu'il y a un problème entre les deux parents. Ils voient les parents se disputer. Donc ça, après, ça peut être quelque chose du quotidien de toute personne. Mais après, quand on voit sa mère se faire frapper, se faire insulter, se faire injurier, là, à un moment donné, les enfants, ils prennent parti. Au fond d'eux-mêmes, ils prennent parti. Et c'est ça qui est difficile après à encaisser en tant que maman. On se dit, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois partir et protéger mes enfants? Et est-ce que en même temps, en partant avec autant de responsabilités, je vais gérer? Comment je fais? Et à un moment donné, il y a des choix qui doivent se faire. Et quand on en arrive à la violence sur les enfants, oui, à un moment donné, quand il m'a menacé à l'arme, au couteau avant les coups, il s'en est pris à ma fille, effectivement, il s'en est pris à elle. Et elle a essayé de s'interposer, de se mettre au milieu, et en fait, il l'a mise à terre. Il l'a poussée, il l'a mise à terre. Et là, ça a été le déclic pour vous, parce que là, on a fait appel à la maman qui protège son enfant. C'est-à-dire que l'instinct de survie vous concernant, il est moindre que l'instinct de survie pour protéger son enfant. Et ça aussi, c'est tellement récurrent dans les situations familiales. Est-ce que vous pensez vraiment que vous auriez pu y passer franchement? Sincèrement, oui, j'étais censée y passer, tout à fait. J'étais censée y passer, oui, absolument. C'est ce que je voulais, en tout cas. Comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis très apaisée par rapport à ça, parce que j'ai compris sa pathologie. Je l'ai comprise après coup, malheureusement. Je savais que ça allait pas, mais je ne pouvais pas donner de mots, en fait. Je pouvais pas me dire c'est un pervers ou c'est une personne malade. Je ne savais pas, en fait, qu'il avait... J'avais quelque chose qui allait pas, et je l'ai compris après coup, au fur et à mesure du temps que j'ai fréquenté le psychiatre, qu'on a commencé à discuter plus en détail de cette situation. À partir de là, j'ai mis des mots. Je peux pas vous dire que je me sens bien. Je vous mentirai. C'était il y a longtemps?
C'était il y a 1 an et demi. Ah oui, c'est D'accord. récent. Donc il y a récent. une reconstruction. Et comment vont vos enfants? Est-ce qu'ils vous en parlent? Ils en parlent. Ils voient le papa? Pour le moment, ils le voient pas. Ils l'ont vu un temps et là, pour le moment, avec les ordonnances de protection et d'ailleurs, entre parenthèses, je remercie énormément et je rends un hommage aujourd'hui à l'antenne devant de millions de spectateurs à mon avocate qui a été d'une force telle et qui m'a levée avec. Je lui dis un grand merci. Grand merci. Sans elle, j'en serais pas là à l'heure actuelle. Elle m'a boosté, elle m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, elle m'a protégée, elle a eu une bienveillance telle qui fait qu'à l'heure actuelle, merci. C'est tout ce que je peux dire. Merci. Je donnerai pas son nom parce que je peux pas le donner. Oui. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est encore long, le chemin va être long, mais vous allez mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, j'ai plus de culpabilité et ah non, j'ai plus de culpabilité par rapport à la relation et par rapport au fait qu'il fallait que je me détache. Au contraire. Je vous pose peut-être une question qui peut paraître un petit peu, comment dirais-je, qui peut paraître un petit peu comme ça de but en blanc. J'allais pas dire choquante, mais en tout cas, c'est vraiment pas le moment de la poser. Mais quand même, est-ce que vous aspirez dans une vie future à trouver quelqu'un avec qui ça se passe bien, et est-ce que vous allez être beaucoup plus prudente justement dans votre choix? Est-ce que vous avez encore confiance aux hommes? Voilà. Merci Karima. Pendant pas mal de temps, j'ai plus du tout eu confiance. Je vous cache pas qu'à chaque fois que j'étais dans le métro ou que quelqu'un m'effleurait ou tout remonte. On a du mal à faire confiance à la gente masculine. Maintenant, je pense que chaque personne est différente et qu'il faut pas. Mais oui, bien sûr que je suis méfiante. J'aspire pas tout de suite peut-être à être en relation avec quelqu'un. Je ne souhaite pas rester seule. En tout cas, c'est un choix. Je n'envisage pas de rester seule dans ma vie, donc à un moment ou à un autre, cette question se posera forcément. Mais c'est vrai qu'on est plus prudent, plus méfiant, qu'on a plus de réticence, bien sûr. Vous avez quel âge? Vous avez quel âge? J'ai 40 ans. 40 ans. Vous êtes jeune. Ouais. Merci en tout cas, bravo pour ce courage. Merci. Et pour vous être battu, effectivement, vous avez rendu hommage à votre avocate, et ça aussi, ça peut être aussi un élément important de faire le bon choix justement de la personne qui va vous défendre, qui va vous comprendre aussi. Et ce fut le cas pour vous visiblement, d'après, on croit à votre témoignage. Merci de nous avoir confié un petit peu cette difficulté. Donc vous l'avez entendu, compris, c'est ces coups de couteau qui ont fait cet élément, j'ai envie de dire, déclencheur pour que vous fassiez enfin le pas de dire stop à cette violence, parce que cette violence, évidemment, d'où qu'elle vienne, elle n'est absolument pas normale et elle est de toute façon condamnable. Est-ce qu'il y a eu une condamnation d'ailleurs par rapport à ça? Pas pour l'instant. On en est où là, judiciairement parlant? Il y a eu une condamnation au pénal. Il n'est pas resté très longtemps. Il a fait un petit peu de garde à vue, quelques jours de détention provisoire, et après il a eu un sursis. Donc du coup, ce qui se passe, c'est quand même absolument incroyable quand même d'entendre des choses pareilles. Mais il faut savoir que c'est en partie, je dirais pas de ma faute parce que c'est pas de ma faute, mais quand on est en prise, et c'est ça le problème, c'est que au moment du témoignage et au moment de porter plainte, on a beaucoup de mal à sortir les mots. Et volontairement, en fait, on est tellement dans la spirale qu'on veut même pas en fait le rendre coupable. C'est ça le problème. C'est terrible. Il partait pour homicide volontaire. Il y partait. Il suffisait simplement que je dise qu'il avait cette intention de me tuer. Mais j'ai pas eu la force et le courage de le faire, et je ne voulais pas le faire en fait. C'est ça qui semble grave, c'est qu'on parce que c'est le père de vos enfants, mais il n'est pas déshumanisé. C'est normal que vous essayiez ça. Vous avez aucune culpabilité à avoir par rapport à ça. C'est tout à fait normal. Et après, si vous, là, la justice a quand même statué et elle a quand même eu des décisions qui étaient moins effectivement radicales que ce qu'il aurait eu si vous aviez demander l'homicide volontaire. Maintenant, ce qu'on souhaite dans ce genre de situation, c'est que la famille, donc vous et les enfants, soient en sécurité, que vous avez en plus mis une procédure d'éloignement, donc qu'à aucun cas ils puissent venir vous remettre en danger, et ensuite que vous fassiez dans votre coin votre construction avec vos enfants. La priorité, c'est là en fait. Ensuite, Christophe, tu disais effectivement que le problème c'est les condamnations, mais après là on remet tout un système. Le problème aussi, c'est dans les prisons. Il y a trop peu de place aussi dans les prisons. Combien de délits? Carrément, excuse-moi, il y a pas longtemps j'ai vu quelqu'un qui a fait 2 mois de prison ferme pour avoir volé un sandwich, et le mec il tape sa femme
jusqu'à en venir à lui mettre des coups de couteau et il va pas en prison. Mais la même un question truc qui est pour pas les logique. excusez-moi. C'est très logique, malheureusement. Comment ça, c'est logique? Le type qui a l'affaire du sandwich, je la connais, malheureusement, c'est un récidiviste. Donc on part du principe en justice, c'est un mauvais principe, mais c'est un principe qui s'explique, que lorsque l'on recommence pour le même fait, la condamnation doit être exemplaire. Malheureusement, c'est dommage, là, je suis d'accord. Ensuite, pour ce qui concerne Le mec, il a failli tuer quand même. Oui, mais le problème, c'est qu'il a fait des coups de couteau devant des gamins. Oui, mais la qualification, déjà, elle n'est pas récidiviste. La qualification qui a été retenue, ça n'a pas été des violences volontaires dans le but de la tuer. Il n'y a pas de volonté de la tuer. Et le problème, c'est que la personne qui se plaint, si elle dit il n'a pas voulu me tuer, ça a été le dossier. De fait, il y a des violences, mais on ne sait pas qui va jusqu'au bout. Et puis surtout, l'autre chose, c'est que c'est sous l'empire, semble-t-il. Apparemment, il est malade. Moi, ça n'a pas été, je ne sais pas si c'était expertisé. Mais on part du principe que le type, c'est une réaction violente, mais non préméditée. La préméditation, elle coûte cher. Mais quand c'est une réaction spontanée, que c'est une réaction sous le coup de l'émotion, là, effectivement, on a tendance à être beaucoup plus léger sur les peines. Il y a tout un système. Juste dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez pour lui aujourd'hui? Plus rien. J'ai qu'une envie, c'est qu'il parte très loin. Dans un pays très lointain et qu'il s'en aille et qu'il me fiche la paix. Limite qu'il soit heureux, qu'il fasse sa vie, mais loin de moi. Mais la question le plus importante, est-ce qu'il voit ses enfants? Non, il voit pas ses enfants. Non, il les voit pas pour l'instant. Mais ça va revenir à un moment ou à un autre. Après, ça reste par terre quoi qu'il en soit. Je dissocie et j'ai toujours fait le lien. J'ai jamais fait le lien justement entre cette histoire et entre la relation qu'il peut avoir avec ses enfants. J'arrive à quand même avoir la tête assez lucide pour ne pas faire rentrer mes enfants dans ce conflit. Est-ce qu'ils le réclament? Ils ont trop vu. Les enfants, est-ce qu'ils le réclament ou pas? Est-ce qu'ils souffrent de son absence? Non, ils ne veulent plus le voir. Ils ne veulent plus le voir. C'est une super maman qui ses enfants. Bravo en tout cas pour votre courage. Bravo. Et on aspire à beaucoup de bonheur pour vous en tout cas. Et il va arriver, Inch'Allah. Je suis très fière de vous, vous pouvez l'être. Merci, un dernier mot vraiment. Toute femme dans la violence, toute femme subit des coups, c'est pas normal. Essayez de sortir tout doucement de ce silence. Sincèrement, c'est vraiment un appel que je fais à toutes ces femmes. C'est pas facile. Pendant de nombreuses années, j'ai pas pu parler, mais après, on est tellement délivrés et on peut pas continuer comme ça. C'est pas possible. À un moment ou à un autre, on peut mourir. Et il y a des femmes qui meurent tous les jours. Ah oui. Donc, sincèrement, sortez tout doucement, même si on peut pas en sortir par le biais de la justice ou par le biais de qui que ce soit, mais doucement, tout doucement, essayez de faire des appels, des alertes au secours et de dire autour de vous que ça va pas. Il faut absolument sortir de là. C'est pas possible. On peut pas mourir comme ça. On est en 2019. C'est pas possible. Merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage et bravo pour votre courage. À très bientôt, madame. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions, ce qui est vraiment pas facile. Avec grand plaisir. À très bientôt. Bon, on l'entend, finalement, le processus est quasiment le même tout le temps, finalement. C'est ce sentiment de culpabilité qui s'exprime lorsqu'on... Et c'est vrai, pardon, Karima, de le dire, mais moi, avant de parler justement avec ces femmes-là, je me disais, mais je comprenais pas qu'on puisse être coupable en recevant des coups. C'est un truc qui était inconcevable pour moi. Se sentir coupable, tu veux dire ? D'accord. Ah oui, quand ces femmes te le disent, elles reçoivent des coups et elles se sentent coupables, elles se sentent fautives. C'est à cause de moi s'ils me tapent. On en arrive là, et ça je ne comprenais pas. En fait, elles sont dans un état d'extrême vulnérabilité, mais au même titre qu'un enfant. C'est l'enfant battu. Un enfant battu, il dira jamais que sa mère ou son père est un bourreau. Il aime, il idolâtre sa mère et son père. Cette vulnérabilité qui se construit au fil des mois et des années, ça ne se fait certainement pas du jour au lendemain, rend la personne tellement affaiblie, isolée, qu'elle n'a pas d'autre ressort psychologique de dire que de toute façon c'est de sa faute. Alors on rappelle donc ce rassemblement, Karima, c'est demain à 17h à Place de la République et c'est vraiment pas interdit aux hommes, au contraire. Alors justement, ça c'est très important, elle a remercié tout à l'heure son avocate, mais le combat doit être mené avec les hommes. Merci d'ailleurs d'en parler alors que je suis entourée de 2 hommes, et bon, quel homme en même temps. Non violent, attention. Ce combat il doit être mené sur on l'a dit, de toutes les strates sociales, toutes les cultures sont concernées, mais surtout les femmes, on a besoin de vous les hommes, ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut être votre fille, ça peut être votre sœur, ça aurait pu être aussi votre mère ou votre grand-mère. On a besoin de tout le monde dans cet engagement. Une dernière chose, Christophe, j'ai signé il y a maintenant 3 ans un livre, c'était dans le sein d'un collectif qui s'appelle la seule chose à briser, c'est le silence, qui était édité aux éditions Point sur les i, et qui était un recueil en fait de nouvelles autour des violences conjugales. Je signe une nouvelle dans ce livre. S'il vous plaît, celles qui nous écoutent et qui se sentent
très concernées par ce sujet, que ce soit par une proche ou elles-mêmes sont victimes de ces violences, s'il vous plaît, lisez ce livre, c'est tiré d'histoires vraies. On a besoin aussi des fois d'avoir un effet miroir, d'avoir des éléments déclencheurs pour pouvoir mieux avancer. Lisez ce livre, peut-être qu'il fera écho en vous et vous trouvera peut-être une résonance. La seule chose à briser, c'est le silence. Aux éditions Point sur les i, et c'est un collectif qui a été mené par Nadia Atroubi-Safsaf, et dans lequel j'ai signé donc une nouvelle. Je vous ai dit un livre, une lecture, un reportage, une parole, n'importe quoi. Ou une émission de radio comme elle vient de faire, justement. Exactement, j'espère. Bah oui. Si on peut sauver une femme, ça serait déjà magnifique. Exactement. Voilà. Et voilà, vous avez écouté le courage de ces femmes, parce qu'il faut en avoir du courage. Hein. C'est très très compliqué, très dur. Et j'ai appris, pour finir, ce que je voulais dire, c'est que j'ai appris en fait au fur et à mesure, en discutant avec des femmes qui ont vécu ou des gens qui me racontent des choses, que finalement, tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, on ne peut pas se permettre de juger. C'est clair. Et ça, je l'ai compris tardivement, mais on apprend tous les jours, heureusement, tant mieux. Parce que je ne comprenais pas finalement qu'une femme accepte de se faire taper, et surtout qu'elle se rende responsable de ces coups qu'elle reçoit. C'est un truc qui était inconcevable pour moi, et aujourd'hui, vous l'avez entendu, on peut le comprendre, on peut l'entendre. Le comprendre, je sais pas, mais en tout cas l'entendre. Mais tant qu'on n'a pas vécu quelque chose, je pense, on peut pas comprendre. Et c'est cette phrase qui m'agace, moi, à chaque fois. Moi, je l'ai pas vécu, mais je le comprends très bien. Non, mais cette phrase, moi, qui m'agace, je t'assure, quand tu lui dis, tu racontes quelque chose qui t'est arrivé d'extraordinaire, enfin de grave, tu vois, et la personne te dit, je te comprends. Maintenant, tu peux pas me comprendre, tu l'as pas vécu. Par contre, je voudrais ajouter une petite chose importante, parce que c'est pas anodin. Quand une femme est violentée, ça commence par une insulte, ça commence pas par un coup. C'est la valeur de test pour le lâche qui fait ça, parce qu'il faut rappeler quand même que c'est les lâches qui font ça. Bien sûr. On frappe quelqu'un de faible, c'est plus facile que de frapper un homme. Bien sûr. Et il y a aussi un viol toutes les 7 minutes en France. Vous imaginez bien qu'ils viennent pas avec des roses pour violer la femme, il est violent aussi. Et beaucoup au sein du couple. Ah oui, le viol conjugal qui est très connu maintenant. Et c'est souvent une façon d'écraser, de réprimer, de mépriser, d'humilier la personne pour la voir sous une emprise psychologique. Et la personne qui fait ça très souvent, j'en ai connu des pervers narcissiques, c'est le mot magique aujourd'hui malheureusement. C'est une personne qui souvent est un raté, qui est un raté dans sa relation sociale aux autres, qui est un raté dans sa vie professionnelle, qui est un raté sur un plan psychologique et qui a besoin pour se valoriser d'écraser quelqu'un. C'est un processus qui est très connu sur un plan psychologique, mais il faut jamais perdre de vue que ce qui va de pair avec la violence, quand on tue une femme, il y a des femmes qui sont violées et tuées aussi, et c'est le même type de violence qui est exercée, donc il faut jamais l'oublier. Karima disait quelque chose de très important, on va finir là-dessus, le viol dans le couple, au sein d'un couple. Alors beaucoup vont se dire, mais pourquoi viol? À partir du moment où la personne, que ce soit d'ailleurs un homme ou une femme, parce qu'on parle aussi des femmes violentées, mais il y a aussi des hommes violentés, nous les oublions pas aussi. Bien sûr. À partir du moment où la femme refuse d'avoir une relation intime pour X ou Y raison, si l'homme la force, c'est un viol. Une relation sexuelle, la seule façon d'avoir une relation sexuelle, c'est par le consentement. Une femme qui dit non dans n'importe quel cadre qu'il soit, bien sûr, est non consentante, et c'est donc du viol. Voilà. Et le viol ne signifie pas non plus que une pénétration, mais revêt tout d'autres aspects d'ordre sexuel. Ça aussi, c'est important de le dire. Oui, absolument. D'ailleurs, dans les transports en commun, beaucoup parlent d'agression sexuelle. Ça peut aussi être justement une main sur les fesses. Ça, c'est alors, courant, les agressions sexuelles, bon, c'est un autre débat, mais sachez, il y a un chiffre qui est alarmant. À Paris, 100% des femmes qui ont pris les transports ont été victimes d'une violence sexuelle. 100% des femmes. Je ne veux plus que ma femme prenne les transports, terminé. Bon, dans un instant, elle les prend pas, elle a une voiture, tant mieux. Dans un instant, on va... Ça serait bien qu'on fasse une émission dessus aussi, parce qu'il y a beaucoup de prévention, il y a toute une éducation à faire. On fera des émissions sur tout ce que tu veux, Karine. T'es chez toi maintenant ici. Dans un instant, le zapping, on fera un petit tour par Bondy, parce qu'il y a un petit truc qui se passe à Bondy, c'est assez original. On sera avec l'adjointe au maire de Bondy dans un instant, le zapping, et puis on fera un petit tour par Alger, parce qu'aujourd'hui c'est le 20e vendredi de manifestation, et pas n'importe quel vendredi, parce que c'est aujourd'hui, vous le savez, le 5 juillet, c'est l'anniversaire, le 57e anniversaire de l'indépendance algérienne. Quelques groupes, Gamal, Karima, amis auditrices, auditeurs, on appelle à un affrontement avec l'armée aujourd'hui. On craint des débordements. On fera le point avec notre correspondante depuis Alger, Amina Lacré. Restez bien avec nous. Et juste après, en fin d'émission, le quiz tout à l'heure et le grand forum du sport avec Hicham Terak et Razik Metiche pour nous emmener tranquillement jusqu'à 19h. Je rappelle d'ailleurs pour les amateurs,
le match Maroc-Bénin à partir de 18h. C'est le premier match des 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Le grand forum sur France Maghreb 2, tous les jours on est là, messieurs, dames, 16h-18h, et on parle absolument de tous les sujets dans cette émission. Il n'y a pas de sujet interdit. Et au contraire, on est là pour en parler. Si on peut pas le faire ailleurs, on peut le faire au moins sur France Maghreb 2, et utilisons et n'ayons pas peur de le faire d'ailleurs, sans modération, justement, ce média, cet espace qui est là pour évoquer aussi des sujets aussi bien politiques, mais des sujets lourds, sociétaux, sujets de société, comme celui que l'on vient d'évoquer avec donc ce chiffre grave. Et on en alerte et on en appelle à tous les rédacteurs en chef de tous les grands médias. Il serait peut-être bien de vous y intéresser, de focaliser un petit peu vos émissions dites de grands débats, de sortir de ces polémiques stériles, de sortir des sujets qui nous emmerdent profondément, je le dis tel que je pense, et parler des vrais sujets de graves que sont celui que l'on vient d'évoquer, avec des témoignages. Si vous voulez des témoignages, on peut vous en filer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ce serait peut-être bien de se remettre un petit peu en question, puis d'arrêter la course à l'audience et surtout les sujets qui moi me fatigue vraiment profondément, et qui devient maintenant une spécificité à la française. D'ailleurs, c'est quand on quitte ce territoire qu'on se rend compte qu'ici, franchement, dans ce pays, il y a quand même une spécificité à la française. On a tendance à faire d'une petite polémique de rien du tout un grand bazar. Voilà. Et puis du sensationnel Sur le dos des musulmans. C'est tout. Évidemment, ça c'est devenu classique. On va à Bondy, les amis. Vous connaissez Bondy ? Ouais, dans le 93, avec Fatine Amadouchi, qui est conseillère municipale. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Merci de me donner la possibilité de laisser mon message. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Bondy ce dimanche ? Racontez-nous tout, c'est un petit peu un événement assez extraordinaire. On va permettre justement de laisser place à des moments plus joyeux tout de même. Et j'en profite vraiment pour vous remercier de mettre en valeur tous ces sujets-là qui sont très graves au sein de notre société. Et vraiment, je donne toute ma force à ces femmes qui subissent ça au quotidien. Merci pour elle. Alors, Bondy, dimanche. Oui, exactement. Ce dimanche, donc 7 juillet, nous organisons une espèce de fête des voisins, mais grandeur, à grande échelle. Ouais. La spécificité de cet événement, c'est que c'est un événement qui est 100% bondinois, donc monté par les bondinois, demandé par les bondinois. On a travaillé en mode projet, comment monter un événement sur sa ville avec un budget de 0 €, avec la force en fait des bras de chacun. D'accord, alors expliquez-nous un petit peu, qu'on puisse bien comprendre de quoi il s'agit, parce que là, comme ça, à première vue, j'ai pas trop saisi le truc. Merci. En tout cas, alors Bondy ma ville, c'est un groupe Facebook qui a été créé en 2013 et qui émanait d'une volonté de dialoguer au sein de cette ville entre les habitants sur divers sujets, aussi bien les sujets qui portent à critique, mais également ce qui va bien sur cette ville, à savoir mettre en valeur les différents talents, les actions qui sont menées par la ville, mais également par ses habitants. Parce qu'il y a des gens qui se bougent au quotidien, notamment du côté des associations. On est une ville qui compte plus de 200 associations et seulement plus de 54 000 habitants. Donc voilà, il y a cette force-là qu'on voulait mettre en valeur. Cet espace de dialogue a donc été créé sur Facebook. On s'est dit, au bout d'un moment, 2013-2019, il va falloir qu'on se rencontre, les gars. Donc on s'est dit qu'on allait passer du virtuel au réel, se rencontrer dans le plus grand espace naturel de la ville, donc 5 hectares, le bois de Bondy. Et voilà, l'idée c'est de discuter, d'échanger sur les sujets qui nous touchent au quotidien et de se rendre compte que voilà, il y a des gens qui font des choses, de belles choses tout au long de l'année, et de les mettre en valeur ce jour-là. Je dis ça dans le sens où on va permettre à des jeunes filles qui ont appris à danser en l'espace d'une année à venir faire une prestation de danse. Donc c'est une 30aine de filles d'une école qui s'appelle Afrostamp. Ouais. Et je les remercie de venir. Il y a un orchestre qui s'est monté dans les écoles de Bondy, donc qui permet justement d'accéder aux instruments de musique à la plupart des jeunes de la ville. Et donc en l'espace de 2 années, ces jeunes enfants, sans passer par le conservatoire forcément, parce que il faut justement un budget pour pouvoir accéder à cet espace culturel. Là, la gratuité est mise en avant, et du coup, voilà, il y aura la possibilité de montrer un peu ce qu'ils ont pu apprendre sur ces 2 années-là. Et mobilisation de tous les commerçants, je crois, de Bondy. Hein. Exactement, oui, exactement. Et je les remercie tous. Voilà, les commerçants, les entreprises de la ville, les restaurants participent et justement prouvent que ce n'est pas que du business. Il y a aussi cette volonté de rester à Bondy, de faire à Bondy et de collaborer justement avec les associations.
Eh bien, belle journée par avance, donc du côté de Bondy ce dimanche. Fatina Madouchi, en tout cas, merci de nous avoir présenté Merci à vous. cette belle initiative et bravo, évidemment. Merci beaucoup. À très bien, j'espère bien, j'y compte bien. Merci beaucoup, Fatina. À bientôt. Non, merci, au plaisir de vous voir ici dans nos studios. Bon. On aime cette vision du 93. Le 93, ce ne sont pas que des larcins, des racailles, des cités. C'est aussi de la solidarité, de l'entraide et de la joie. Et bravo, je pense que c'est ce qui va se passer dimanche. Exactement. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer ? J'essaie de contacter Alger. Visiblement, ça ne marche pas, mon cher Gamal. Pour dire quoi ? Parce que, évidemment, ce qui se passe aujourd'hui, on le scrute de très près. Ça se passe donc en Algérie, avec donc ce 20e vendredi de contestation. Mais une contestation qui aujourd'hui résonne avec quand même cet anniversaire de l'indépendance, donc des festivités normalement. Certains groupes, n'ayons pas peur de le dire, ont fait de ce vendredi un appel à vouloir un affrontement avec l'armée, et notamment en faisant référence à ce qui s'est passé par rapport à l'histoire des drapeaux, par rapport à ce type d'histoire, par rapport aussi à cet ancien moudjahidine qui a été mis en prison après avoir insulté l'armée. Gamal, faire un petit peu le démêler de tout ce qui se passe en ce moment en Algérie. Déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'affrontement, contrairement à ce qui était supposé. Ce qui est extraordinaire, c'est que le hasard de calendrier a bien fait les choses. C'est le 57e anniversaire de l'indépendance. Et ça tombe un vendredi. Et c'est la 20e mobilisation. Donc ça, c'est assez extraordinaire. En termes calendaires, on trouverait difficilement plus top par rapport à ça. Mais effectivement, il y a des groupes qui chercheraient à diviser. Alors malheureusement, la mauvaise parole de Gaïd Salah sur l'histoire des drapeaux a été un prétexte qui a tout de suite été utilisé par les groupes sécessionnistes qui cherchent effectivement à créer une scission entre le peuple et l'armée. Je pense que ce serait gravissime qu'on en arrive là. Je pense que Gaïd Salah fait des ballons d'essai et que souvent ça n'a pas forcément porté ses fruits. Pour l'instant, il y a un mouvement qui est en train de nettoyer un petit peu les comptes de l'État, et tant mieux, on espère récupérer l'argent. Mais il ne faut surtout pas tomber dans le piège dans lequel certains voudraient que nous tombions, à savoir qu'il y ait un mouvement insurrectionnel qui soit créé artificiellement, qu'il y ait un état d'urgence qui soit appelé. J'ai vu des personnes appelées à l'état d'urgence, je vous le cache pas. J'ai vu des personnes même appelées à ce qu'il y ait une loi martiale qui soit installée en Algérie. J'ai fait une conférence le week-end dernier et j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça insupportable. Donc il faut vraiment rester dans une logique. La jeunesse a repris la parole et c'est très bien. Il faut rester dans une logique de construction et de construction d'un État moderne. D'ici 12 mois, qu'il y ait des élections qui soient constituées avec des figures qui émergent nouvelles. Il n'y a que ça qui permettra à l'Algérie de pouvoir émerger à nouveau et de reprendre la stature qu'elle n'aura jamais dû quitter. Oui, mais alors justement, Gamal, aujourd'hui c'est un jour particulier quand même, l'Algérie, 5 juillet 62, ça rappelle évidemment ces scènes de liesse dans toute l'Algérie en 62. Aujourd'hui, beaucoup disent cette indépendance vous a été confisquée par le FLN, entre autres. C'est vrai, parce que le FLN au départ c'était un front de libération nationale, comme le dit son nom, c'est un front pour libérer le pays. Une fois que la guerre est remportée, ils auraient dû dissoudre le FLN et accepter qu'il y ait un multipartisme. Mais le problème, c'est qu'après la guerre, il faut être très réaliste. Moi je suis réaliste, mais je m'en tiens juste à l'histoire. C'est que l'Algérie était évidemment sous l'œil de Moscou d'un côté, l'œil des États-Unis, la France qui était toujours un petit peu revancharde. Donc elle était craintive par rapport à l'idée de se dire que si on dissout la structure militaire qui dirige le pays, on risque à nouveau de se faire agresser. Et ils n'ont pas eu tort, parce que finalement le Maroc, Hassan II pour être précis, pas le Maroc, attaque le pays en 63 pour essayer de récupérer Tindouf. Donc il y a eu la guerre des sables qui a duré quelques mois, mais cette situation a créé en Algérie une sorte de psychose logique, 1,5 million de morts, une première agression 1 an après la guerre d'indépendance. Donc finalement le FLN a gardé le pouvoir et n'a pas voulu le lâcher. Le problème aujourd'hui, c'est que ce FLN a vieilli, est fatigué, est incompétent pour la plupart des dirigeants qui sont succédés, et le dynamisme qu'on a observé en 70 a disparu. Et si la jeunesse demande, elle, enfin reprendre les rênes de la direction de ce pays, et c'est nécessaire, c'est pour pouvoir relancer une dynamique qui permettrait effectivement de sortir de l'ornière. Mais le problème, c'est que là, il y a un rapport entre ce qu'on appelle les moustachus, pour faire simple, le clan des moustachus qui pour la moitié est en prison aujourd'hui, l'armée qui est derrière, et le peuple qui ne veut plus entendre parler d'eux. Donc il y a une vraie rupture. Aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est le départ de Gaïd Salah. Je pense qu'il devrait patienter, à mon sens, parce que si on demande un départ de toute l'institution, à ce moment-là, tout s'effondre et ça ne peut pas fonctionner. Et surtout, il faut absolument que des figures émergent, et ça, c'est pas encore présenté. Alors on va essayer de joindre Amina Lacri, notre correspondante à Alger. Pour l'heure on n'arrive pas à la joindre, peut-être qu'il y a des problèmes d'accès justement à Internet aujourd'hui. Voilà, par précaution, on va voir, en tout cas on va essayer de lui envoyer des petits messages pour savoir pourquoi on n'arrive pas à la joindre. Le temps pour nous peut-être d'aller faire un petit tour du côté du zapping, si vous le voulez bien, maintenant. Si on prend 100 millions d'Africains
d'un remplacement de population. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça développe. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Bar. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, on va passer maintenant au zapping si vous voulez bien. Et pour commencer, les révélations du canard enchaîné à propos d'un ex-premier ministre, Raymond Barre. Apparemment, il aurait piqué dans la caisse. Raymond Barre était-il un fraudeur fiscal? Le canard enchaîné révèle que la justice a ouvert une enquête il y a 3 ans maintenant. L'ancien Premier ministre aurait caché près de 11 millions de francs suisses. Ça fait quand même 7 millions d'euros. C'est quand même pas mal, dites donc, pour quelqu'un qui se voulait en plus sur le sujet très dur. Et en voici pour preuve, voici ce qu'il disait justement. Que disait Raymond Barre à propos de l'évasion fiscale? Souvenir, archive, écoutez. La première démarche en ce domaine est de faire disparaître la fraude fiscale. Celle-ci crée, celle-ci crée des privilèges iniques auxquels les Français sont de plus en plus sensibles. Bon, dites donc, franchement, voilà, Raymond Barre. C'est drôle quand on l'entend comme ça, mais le sujet est quand même grave parce que ça porte encore une fois le discrédit sur la classe politique et c'est comme ça ensuite que lorsqu'on arrive aux élections, il y a trop peu il y a de moins en moins en fait de personnes qui se sentent concernées. Ouais. Ils n'ont plus confiance en fait aux politiques et ça depuis un moment et ensuite ça nous emmène à des situations comme on l'a vécu avec les extrêmes qui ont des taux importants grâce au taux d'abstentionnistes. C'est surtout là on est en perte de confiance et Macron pareil je sais plus où sont les sondages, tu sais pas toi où est-ce qu'il en est dans les sondages, mais il y a un discrédit aussi très fort. Il a perdu 2 points mais ça reste pas par rapport à François Hollande, c'est pas du tout catastrophique. Après François Hollande c'est aussi un exemple. Mais par rapport à Sarkozy par exemple à la même époque, il est quand même bien en dessous. Oui, et puis alors Sarkozy, je l'ai entendu, alors c'est peut-être pas dans ton zapping des news, mais je l'ai entendu dire qu'il revenait pas, et puis il se laisse quand même, mais il y a quand même une ouverture, je ne sais plus quel membre a dit, mais bon, on sait jamais si vraiment on a besoin de lui, il est pas très loin. Il est pas très loin. Il se fait désirer. Voilà, on en est là, franchement, on en est là aujourd'hui dans la classe politique française. Raymond Barre quand même. Oui, c'est un petit joueur, 11 millions de francs suisses. Ouais, c'est vrai. En comparaison de Cahuzac, 15 millions d'euros, c'est plus lourd quand même. Il n'avait pas de phobie administrative, lui, par hasard? Je sais pas. Bon. Alors, autre sujet dans le zapping, amateur de smartphone. D'ailleurs, vous avez quoi, vous tous les deux? Vous êtes Samsung ou Apple? Samsung. Justement, ça vous concerne. Ça vous concerne. Samsung qui se vantait de vouloir être l'entreprise la plus éthique au monde. C'est pas franchement vrai, écoutez plutôt. Quand vous achetez un téléphone Samsung, vous êtes en droit de penser qu'il a été fabriqué en respectant les droits de l'homme. Car le géant sud-coréen et sa filiale française le clament haut et fort, leur objectif est de devenir l'entreprise la plus éthique du monde. Des paroles en l'air, voilà ce qu'en pense cette ONG. Elle vient d'obtenir la mise en examen de Samsung France pour pratiques commerciales trompeuses, une première. Ce sont les usines chinoises et sud-coréennes qui sont concernées. Dans le dépôt de plainte, plusieurs témoignages et des photos. Ça prouve la présence d'enfants de moins de 16 ans dans ces usines, qui travaillent autant d'heures que les adultes, qui sont pourtant payés 70% de moins que les adultes, qui sont soumis à des conditions d'hébergement incompatibles autant que les adultes. Votre téléphone est fabriqué par des gamins, je vous le dis. Alors, ce qui est scandaleux, c'est qu'ils ne soient pas payés, que les conditions de travail ne soient pas réunies pour ces enfants. Maintenant, j'ai aussi vu beaucoup de reportages. Nous, on a un œil très occidental sur le travail des enfants. Alors, je dis pas le travail de ceux qui ont 10 ans, 11 ans ou 12 ans, mais quand on a 15 ans, par exemple, et quand on vit dans un pays où l'accès à l'école n'est pas toujours possible. Dans certaines sociétés, en fait, il faut aussi l'entendre que culturellement, travailler à 15 ans, c'est pas incroyable. C'est pas comme en France. Et d'ailleurs, en France, on peut travailler, il me semble, à partir de 16 ans. Oui, c'est à 16 ans, c'est ça. Parce que moi, j'ai même travaillé à 16 ans et la liberté d'ailleurs sexuelle est à 15 ans en France.
Donc, c'est un autre débat, ça. Oui, ça fera le sujet d'une émission, Christophe. Ouais. Non, en fait, ce qui est déplorable, c'est vraiment leurs conditions de travail et le fait qu'ils soient sous-payés. Ça, c'est totalement scandaleux et injustifié. Maintenant qu'un enfant de 15 ans qui travaille dans des conditions qui sont respectées dans un pays où il a besoin de subvenir aux besoins de sa famille parce qu'ils sont en précarité et que l'accès peut-être à l'éducation n'est pas aussi facile et démocratisé qu'en France, là j'y vois peut-être un tout petit peu moins d'objections. Bon, alors pour finir, tiens, ce zapping Facebook, et ce sera donc pour finir, ce zapping est accusé par une ONG d'avoir propagé la haine envers les Rohingyas. Écoutez plutôt. Selon l'ONG Amnesty International, Facebook aurait joué un rôle déterminant dans la circulation des messages de haine envers les Rohingyas, cette minorité musulmane, victime de génocide ces dernières années. Le porte-parole du ministère de la Défense a publié sur l'application Facebook des dizaines de messages et de fausses vidéos pour tromper la population sur la réalité de la situation. Ici, une photo d'un supposé Rohingyas qui brûle sa maison. Dans la réalité, ce serait une mise en scène montée de toutes pièces par les autorités. Voilà, donc Facebook accusé donc d'avoir propagé la haine, Gamal, ça t'étonne ? Bon, pas du tout. Ça ne m'étonne pas. Facebook, ils sont un petit peu légers sur beaucoup de choses. L'extrême droite peut s'exprimer tranquillement. Les discours de propagande sont passés comme une lettre à la poste. Puis surtout, ça fait de l'argent. Et on diffuse des images très violentes, comme l'attentat dans l'église qui avait été diffusé. Oui, sur Messenger. Tout passe sur Messenger. Il n'y a aucune censure. Sur Twitter aussi, c'est pas mal en matière de haine. Hein. Oui, mais Twitter, c'est un peu plus contrôlé. Quand même, Messenger, il y a vraiment une liberté incroyable. N'importe quoi peut passer. Puis Facebook / Instagram, parce que c'est la même. Oui, c'est la même entreprise. D'ailleurs, on a pu y voir que tu y faisais référence, que le mec, il a pu se filmer pendant 15 minutes en train de tirer comme ça. On l'a tous vu. Hein. Alors, ce qui est déplorable, c'est qu'en fait, effectivement, Facebook laisse passer certaines images, mais par contre, une femme qui allaite. Un sein que l'on oserait voir. Ça passe pas, ça. Ça passe pas, il y a de la censure. Moi-même, j'ai fait, j'organise des événements féminins et je vais vous raconter une histoire. Dans mon programme, il y avait une coach qui proposait un programme qui s'appelait Fuck la femme parfaite. Le mot fuck n'est pas passé, il a été censuré et je n'avais pas le droit de poster sur aucun des réseaux sociaux parce qu'il y avait le mot fuck. Donc on peut se dire c'est quand même très puritain. Donc ok, je veux bien l'entendre qu'effectivement on ne doit pas dire de gros mots, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. En revanche, moi je veux bien surveiller mon langage si à côté il n'y a pas de messages de haine, de messages qui appellent à la violence comme tu disais sur des propos extrémistes de tous bords et surtout des scènes hyper choquantes de tueries et j'en passe. Il n'y a pas de titre. Nous sommes en direct avec Alger. Le filtre, il y est, mais d'une seule façon. Oui. Avec Alger. Amina Lacry est avec nous par téléphone parce que visiblement les connexions internet sont un peu réduites en ce vendredi. Bonsoir Amina. Bonsoir Christophe. Bonsoir, correspondante du Grand Forum pour France Maghreb 2 évidemment en direct d'Alger. Amina, on craignait des tensions aujourd'hui en ce vendredi, ce 57e anniversaire de l'indépendance et surtout ce 20e vendredi de manifestation. Qu'est-ce qui se passe depuis ce matin à Alger, Amina ? Ah bah voilà, voilà ce qui se passe à Alger. Voilà. Non mais c'est la folie là pour rejoindre l'Algérie, c'est un truc de fou aujourd'hui. C'est très très compliqué. On dirait un jour de l'Aïd. Oui, même pire que ça. Je veux dire, il y a même plus de connexion internet. C'est un peu compliqué effectivement pour rejoindre Amina par téléphone également. Donc qu'est-ce qui se passe à Alger ? Je ne sais pas justement. On voudrait savoir. Ouais, c'était extraordinaire. C'était pas mal, hein. C'était pas mal. Le scénario. Ouais. Bon, alors. Du coup, on essaye un petit peu, et puis tout ça pour nous dire, non, tout est occupé à fond. Voilà. A priori, Gamal, d'après les dernières informations, tout s'est plus ou moins bien passé, on va dire aujourd'hui. Il n'y a pas eu de soucis. Non, la police s'est passée. Ils ont forcé un peu le passage, mais il n'y a pas eu de problème majeur. Il y a beaucoup d'intoxication dans les faits. C'est pas ce qui se passe. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire, moi je discute beaucoup avec les jeunes à République qui sont dans le mouvement, différents mouvements en Algérie, et ce qu'on retient à chaque fois, c'est une véritable conscience, une véritable maturation qu'on n'aurait jamais imaginé il y a encore longtemps, parce qu'on s'est pas rendu compte que le peuple algérien pendant 20 ans s'est éduqué à un niveau
extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pièges grossiers, il n'y a plus de la peur de l'islamisme qui est mise en avant, il n'y a plus le côté division ethnique, ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne. Ils ont compris qu'il y a une arnaque, l'État est aux commandes. D'ailleurs, j'ai vu un documentaire sur Arte très intéressant. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, tiens, quand j'étais prendre mon café. Ah bah c'est intéressant parce que ce qui est marrant, c'est qu'ils ont mis en exergue quoi ? Ils ont prétendu que les islamistes seraient en embuscade derrière, que c'est eux qui vont ramasser les mises, alors qu'on sait parfaitement que c'est faux. C'est faux. Et malheureusement, c'est une manipulation pour faire peur. Mais même Arte, bon, ils ont pas forcément, ils ont peut-être un intérêt à le faire. Je ne sais pas, c'est pour faire les spectacles. Mais dans tous les cas de figure, aujourd'hui, le peuple algérien est très très conscient. Et ce niveau de conscience, cette élévation intellectuelle, spirituelle, j'allais dire, cette élévation de conscience était inattendue et salvatrice à mon sens. Quelques infos zappées avant le zapping. J'espère, Karima, tu vas me le démolir, le gamin là. Je doute. Si. Ah, c'est pas. Bon, info zappée, tiens. C'est une annonce faite par l'Obs et qui fait déjà grincer des dents à l'intérieur de la chaîne BFM TV. Selon le site internet du magazine, après avoir accusé quand même les journalistes de BFM TV des pires mots, la communicante proche de Jean-Luc Mélenchon, Sophia Chekirou, va bientôt devenir chroniqueuse sur la chaîne. Désormais, cette chaîne dirigée par Marc-Olivier Fogiel. D'après la grille de rentrée, on y apprend, qui a été communiquée par la direction, l'insoumise donc interviendra régulièrement dans l'émission 19h de Routel Krief. L'Obs rappelle en particulier un événement qui s'est produit en novembre dernier, qui ne passe toujours pas au sein de la rédaction. Fin novembre, au plus fort de la crise des Gilets jaunes, 5 journalistes, dont 2 travaillant pour BFM TV, avaient été violemment pris pour cible à Toulouse. 2 jours plus tard, dans un post publié sur sa page Facebook, Chekirou écrivait ne ressentir aucune compassion sincère pour ces journalistes, leur niveau de corruption mentale, leurs mensonges et la désinformation qu'ils nous imposent sont autant d'éléments qui justifient la colère. Voilà ce qu'elle avait dit. Et ben Chekirou, pour manger à la gamelle, elle est prête à rejoindre BFM TV. Qu'est-ce que ça vous inspire, monsieur Abina? Ils doivent offrir les loukoums, je sais pas, il y a un truc, mais apparemment c'est à la fin. En tout cas, les journalistes sont pas contents du tout. C'est normal, parce qu'elle crache dessus, puis après on joue à l'équipe. Donc c'est ça ce qu'il faut faire? Faut cracher sur un média pour pouvoir y rentrer? On peut essayer? Bon, alors le L, je vous déteste, vous êtes des vendus, le Marie-Claire aussi. On va voir. On va voir, ça peut marcher, évidemment. Voilà. Donc voilà, Chekirou à la rentrée sur BFM TV. Bon, le président par intérim en Algérie, Ben Salah, s'est exprimé, a proposé jeudi dans un discours à la nation un dialogue pour préparer la présidentielle dans lequel il n'y aurait ni autorité politique ni l'armée ne seront impliqués. C'est ce qu'il a rappelé. On y croit ou pas, Gamal, sérieusement? Il attend, il a quoi, 3 jours de l'échéance, il attend la fin de parcours pour dire un truc pareil. Il aurait peut-être dû le dire plus tôt, il a eu 3 mois pour ça. Et puis la finale de football de Palestine prévue mercredi soir a été reportée, faute d'autorisation israélienne permettant la venue de joueurs de la bande de Gaza, et a annoncé l'association palestinienne de football. Bon, une fois n'est pas coutume, encore une fois. Une humiliation de plus. Une humiliation de plus, évidemment. On les empêche même de jouer au foot. Une occupation. Incroyable. Bon, allez, dans un instant, un petit zapping. Il est là, les petites questions sont là. On parlera sport après 18h avec Razik Metich et Hicham Terak. Bien sûr, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est dans moins d'un quart d'heure aussi que va démarrer le premier match des 8e de finale. C'est quoi le match, Karima? Ok, tu veux pas me souffler, Gamal? Maroc-Bénin. Ok, très bien, Maroc-Bénin. C'est le Maroc qui ouvre les portes des 8e de finale et on espère évidemment une qualif en quart pour les Marocains. Les Algériens, ce sera dimanche face à la Guinée, et la Tunisie aura tiré le gros morceau pour les 8e puisque ça sera le Ghana et ça sera lundi. Donc bon courage en tout cas à ces 3 équipes maghrébines. Restez bien avec nous, c'est le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec Karima Perroni et Gamal Abina. Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous et en direct sur France Maghreb 2, s'il vous plaît, avec Karima Perroni, avec Gamal Abina qui sont avec nous aujourd'hui. Il y en a un qui nous a planté quand même, Karima, il s'appelle Hicham Terak. Non, mais alors lui, il y a une vengeance à prendre là. Au dernier moment, je suis pas là. Ouais, je suis pas là. On va voir s'il va pas être là la prochaine fois. Alors là, mon ami Hicham, t'es dans la merde. Bon, c'est parti avec le quiz. J'aime bien. Le champion titre du quiz du LGF reste toujours Abdeslam Itache. Abdeslam, oui. C'est le champion, toute catégorie confondue. Vous savez que j'ai appris il y a pas longtemps que c'était un boxeur. Mais non. Si, c'est un boxeur. Mais c'est un peu la force tranquille. Voilà. C'est le côté centriste. Ouais. Enfin, tu vois, le côté je prends pas position. Voilà, c'est ça. Mais tellement brillant. Ouais, très bon. Bon, allez. Je rappelle qu'il y a un match. Gamal Abina, Karima Perroni. Première question. S'il te plaît, tu mets pas trop la tête. Je sais pas répondre. Quel pays obtient, et c'est là ma première question, quel pays obtient son indépendance de l'Espagne le 5 juillet 1811? C'est un pays d'Amérique du Sud.
L'Argentine. Non. L'Amérique du Sud. L'Équateur. Non. Le Guatemala. Le Venezuela. Venezuela. On les a un peu Bravo. tous fait. Hein. Bravo Karima. C'est pas parce que je le savais. Faut pas dire ça. Un point. Venezuela, effectivement, qui obtient son indépendance de l'Espagne en 1811. Deuxième question. Fondation en 1916 d'un journal français satirique. Lequel ? Le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné. Bravo Karima. Voilà, c'est de la rapidité. Elle est là Karima. Fais gaffe Gamal. 2-0. En 1974, la majorité civique passe à 18 ans. À combien était-elle auparavant ? À 21. 21 ans. Bonne réponse de Gamal Abina. 2-1. Il revient. Un point. Quatrième question. Quel pays, en 1980, dernier pays esclavagiste, abolit l'esclavage ? La Mauritanie. La Mauritanie est une excellente réponse. Eh oui, Mauritanie, dernier pays à avoir aboli l'esclavage, 1980. 2 partout. Attention, je cherche un auteur, cinéaste français, élu à l'Académie française en 1955, né le 5 juillet 1889, mort le 11 octobre 1963. 63. Indice, La Belle et la Bête. J'ai plus son nom. Cocteau. Magnifique réponse de Karima Perroni. 3-2. Peut-être égalisation ou alors Karima prend le large sur cette question. Non. Je cherche à présent un homme politique français né le 5 juillet 1928. Il fut Premier ministre, mais également maire de Lille. Rocard. Sénateur du Nord. Mort le 7 juin 2001. Pierre Monroy est une excellente réponse. Égalité totale. 4 partout. La musique de la Ligue des Champions retentit pour vous deux. Karima, franchement, bien. Bravo Karima. Ah ouais, chapeau. Voilà, beau quiz. Mais trop bien qu'on se fait égalité, ça me plaît. Voilà. Non, moi je préfère quand il y a des gagnants, gagnantes. Mais c'est des Salem ça. Oui, qu'est-ce que... Il gagne tout le temps le mec. Il gagne tout le temps, absolument. Bon. Que vous dire de plus ? Bah tiens, juste un petit mot quand même sur un sujet qu'on avait évoqué mercredi, qu'on avait failli évoquer mercredi, mais il n'y a pas eu d'émission parce qu'il y a un bordel et tout. Bref, c'était à propos de la fessée, qui est désormais interdite en France, ma chère Karima. Et je t'ai vu réagir quand j'ai proposé le sujet. C'est un sujet pour moi. Pourquoi la fessée t'intéresse ? Est-ce que tu es pour la fessée ? Ne la présente pas comme ça. C'est pas la fessée m'intéresse. non, mais arrête. Karima, ça va pas bien, non ? Karima, pourquoi il faut pas taper son enfant ? Pourquoi il est bon que ça soit interdit la fessée ? Non, moi justement c'était le contraire. Ah oui. C'est pourquoi je suis plutôt réticente à l'injonction des politiques dans la vie des familles en fait, tout simplement. Alors ça veut pas dire comme ça a été sous-entendu que je suis pour les sévices ou pour le fait, enfin voilà, les enfants battus c'est aussi une vraie réalité. Bien sûr. Maintenant, moi je suis assez mal à l'aise avec cette ingérence et le fait de toujours devoir institutionnaliser et légiférer en fait sur le quotidien des gens en fait en général. On doit nous dire comment on doit s'habiller, on doit nous dire comment on doit éduquer nos enfants, on doit nous dire ce qu'on doit manger. Enfin, je commence à être assez mal à l'aise, assez fatiguée en fait. Et encore une fois, on parle pas de vrais sujets, les vrais sujets de quand ce qu'on a évoqué en début d'émission. Quand un enfant est battu, c'est une peine pénale. Il y a la loi déjà, la loi est déjà là. Maintenant, moi personnellement, j'ai des enfants et je ne pratique absolument pas la fessée. Jamais de ma vie. Je n'ai porté la main, même une petite tape sur la main de mes enfants. Pourtant, qu'est-ce que j'en ai reçu, moi ? En revanche, je suis pas pour le fait que y en a qui me disent oui mais une petite fessée ça n'a jamais donné de mal à personne. Moi, personnellement, je vais toujours aller argumenter en disant que ce ne sont pas forcément des méthodes éducatives qui marchent. Pour autant, je suis contre le fait d'interdire qu'un enfant qu'un parent qui pense que dans ses principes éducatifs, il faut peut-être donner la fessée. Même si moi je suis contre ça, je suis pour la liberté en fait. Ouais. La liberté d'éduquer ses enfants
à la limite, bien sûr, d'un sévice. Ça, c'est une évidence. Mais pour moi, une fessée, même si je ne la pratique absolument pas et que j'ai d'autres méthodes éducatives... Tu me présenteras tes enfants, hein. Je leur pose la question. Si tu veux, je peux te lire le carnet de ma fille qui est exemplaire et ça nous réussit plutôt bien jusqu'à présent. En revanche, mais ça n'a rien à voir, le carnet de ta fille qui est excellent et tant mieux, au fait que tu ne donnes jamais de fessée. C'est une petite fille qui est épanouie et qui est bien élevée sans avoir besoin d'avoir de fessée. Ça veut pas dire qu'on reçoit une fessée par son père ou sa mère qu'on n'est pas épanoui. Je veux dire, on en a reçu plein, Gamal. Tu peux me dire que toi t'as reçu aussi des coups de ceinturon. Ah bah oui, bien. Voilà. Ça fait bien. Pas de nous. Voilà. Ça nous fait du bien. Je suis un peu mal à l'aise aussi sur ça. Hein. Bah oui, non mais attendez, moi on n'est dire pas mort. Hein. On n'est pas mort, oui, mais bon, ça a pu traumatiser certains. Mais je ne suis pas pour qu'on dise exactement à la lettre comment les parents doivent se comporter avec leurs enfants. Oui, chacun a sa culture, chacun a son histoire. À partir du moment où on dépasse pas le sévice, et là, il y a quand même un large écart entre une petite fessée et le sévice. J'ai plein de copines qui effectivement donnent une fessée devant moi et puis c'est comme ça qu'elles éduquent leur enfant et effectivement leurs enfants ne sont absolument pas traumatisés. Et ton mari non plus donne pas de fessée? Ah mais c'est interdit, il n'y a pas de fessée à la maison, il n'y a aucune tapette. Ouais, ça gueule un peu quand même, non? Rassure-moi. Ah bah après je suis une Algérienne, hein, donc je reste une Algérienne et ça file droit. Et des fois peut-être même c'est bien pire ce que je fais parce que... Qu'est-ce que tu fais? Tu pinces? Non. On va raconter ça. Tu pinces et tu tords comme ça. Non, ça fait je ne fais pas ça non plus, mais des fois l'emprise un peu psychologique, je vais peut-être faire plus peur qu'une fessée, qu'un sévice. Enfin, je vois mon petit voisin qu'on a reçu des fessées. Il a un comportement des fois où il est un peu moins craintif que mes enfants. Donc des fois c'est bien pire. En fait, je pense que c'est pas parce que on donne ou non une fessée que l'enfant qu'on n'est pas dans le sévice. Je pense que le sévice aussi psychologique, il doit être aussi relevé. Mais voilà, moi ce que je refuse, c'est que j'en ai marre que l'État doit régenter tout ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce qu'on doit porter quand on doit aller dans une sortie d'école, comment on doit s'habiller. Moi ça me fatigue. Voilà, les parents ils font ce qu'ils peuvent aussi avec ce qu'ils ont, qui s'occupent déjà de ce qui se passe dans l'éducation nationale, ce qui s'occupe des sévices aussi qui se passent dans les maisons de retraite. J'ai fait un article récemment dessus, j'en ai pleuré quand on voit ce qui se passe aussi dans les maisons de retraite, qui s'occupent de vraies populations qui sont affaiblies et qui ont des vrais soucis, plutôt qu'un enfant qui reçoit une petite fessée de temps en temps. Ben moi je pense il y a surtout le rapport à la justice. Nous on avait la tête dure, hein, clairement, on était des enfants difficiles et on prenait des fessées. C'est quand c'est injuste qu'on ne supportait pas, et parfois ça arrivait par accident, mais souvent c'était juste et on le prenait très bien parce qu'on savait qu'on avait fait une bêtise. Bon, en tout cas on sera amené à en débattre parce que là on est en retard, donc il faut y aller. Mais c'est un sujet que voilà, je voulais juste finir là-dessus pour avoir ton ressenti, ma chère Karima. Merci à tous les deux pour cette belle émission, émotionnellement remplie, fort. Bien entendu, et merci encore une fois à ces deux femmes qui ont accepté de témoigner. Qui sont courageuses et exemplaires. Et j'espère que si au moins cette émission aura permis de sauver une femme, eh bien on aura rempli notre mission pour aujourd'hui en tout cas. Dans un instant, on parle de tout à fait autre chose. C'est de sport dont il va s'agir. Avec Razik Petich et Hicham Terak qui arrivent dans un instant. Le rappel de l'actualité tout de suite. Bonsoir Marc Salbert. Bonsoir. Encore une foule de manifestants dans le centre d'Alger pour le 20e vendredi consécutif. Malgré un important dispositif policier, des milliers de personnes ont répondu à l'appel lancé pour une mobilisation massive à l'occasion du 57e anniversaire aujourd'hui de l'indépendance de l'Algérie. Les opposants au régime refusent la proposition de dialogue et la proposition de sortie de crise du président par intérim Abdelkader Ben Salah, puisque selon eux, c'est un militaire, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, qui détient réellement les rênes du pays depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika au mois d'avril. Une sortie de crise se dessine en revanche au Soudan, près de 3 mois après la destitution du président Omar el-Béchir. Un accord de transition a été conclu entre les militaires aux commandes du pays et les chefs de file de la contestation. Des centaines de personnes sont descendues aujourd'hui dans les rues de Khartoum, la capitale, pour célébrer cette avancée vers le transfert du pouvoir aux civils. Tous les résultats du bac sont publiés aujourd'hui et en raison de la grève d'une partie des correcteurs opposés à la réforme de Jean-Michel Blanquer, le contrôle continu a été pris en compte pour les copies non remises à temps
Entre 35 000 et 40 000 candidats ont aujourd'hui des notes provisoires. À gauche, le PS reproche au ministre de l'Éducation nationale d'ajouter de la confusion à la tension. Le PCF l'accuse d'avoir saboté le bac avec des tripouillages illégaux pour sauver sa réforme. Les terres et mers australes françaises sont maintenant inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, décision prise à l'unanimité par les 21 États membres du comité réunis à Bakou en Azerbaïdjan. Les terres et mers australes françaises, site préservé de près de 676 000 km², comprend les îles Kerguelen et l'archipel Crozet avec des paysages volcaniques somptueux et une concentration d'oiseaux marins la plus forte au monde à plus de 2000 km de tout continent. Pour la première fois en France, à partir de lundi, la vitesse va être limitée à 30 km/h dans une grande ville, Bègles, commune de 27 000 habitants, limitrophe de Bordeaux en Gironde, dirigée par un élu Europe Écologie Les Verts. La vitesse va être limitée à 30 km/h sur l'intégralité du réseau routier. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.